des parents, écrit par le docteur André Berge. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un monsieur qui est malheureusement déjà mort, mais c'était un médecin, un psychanalyste, et c'était un des fondateurs de l'école des parents et d'éducateurs. Donc, comme leurs représentants ne sont pas venus, je me suis dit, comme plan B, je vais quand même vous présenter ce livre qui était ma première inspiration. Et je pense que ça peut être la base pour notre discussion ce soir. Donc, je fais une petite synthèse, pas de tout le livre, mais de la première partie qui nous intéresse ce soir. Ben, vous allez me dire, ce livre, ça a l'air d'être assez vieillot. Celui-là, il est apparu quand j'étais déjà née. Mais attendez, il a apparu en 1956. Mais il y avait eu d'autres éditions, je pense, jusqu'ici. Mais je me suis dit que ce qui est juste et ce qui est vrai n'a pas de date de péremption. Donc, bon, vous allez me dire si j'ai raison ou pas. Donc, je vais commencer. Donc, notre thème, c'est la relation autour de... Oups, je touche à un truc qu'il ne fallait pas. La relation entre parents et enfants. J'espère que ça va disparaître. Clique dans l'écran. Ah, je clique dans l'écran. Ah oui, voilà. Ouh, tu as raison, merci. Voilà. Donc, qu'est-ce que la famille représente pour l'enfant? Donc, le docteur Berge, alors, il commence à expliquer, il donne 3 points importants auxquels j'adhère. C'est pour l'enfant, la famille naturelle et par excellence un milieu affectif. C'est très important qu'il y a la tendresse, qu'il y a l'amour dans la famille, et aussi un milieu abrité, il y a la protection, un milieu hétérogène. Et il dit ce sont les exigences premières d'une vie qui commence d'un jeune enfant. Donc, il décrit l'importance de la fonction biologique et psychologique de la famille qui garantit l'équilibre et la santé d'une personne depuis sa naissance. Et aussi, il explique comment au fur et à mesure que l'enfant se développe et grandit, il prend comme référence soit l'une, soit plusieurs personnes de la famille. Il y a des personnes qui lui sont nécessaires à un certain stade de son développement. Si on voit les autres espèces de mammifères ou des êtres vivants, on voit que surtout parmi les animaux, le plus petit, quand ils naissent, ils se mettent souvent déjà debout, tout juste après la naissance. Vous avez déjà vu, quand un petit veau ou un petit cheval ou une biche ou n'importe quel animal, ils se mettent tout de suite debout. Mais l'être humain, il prend au moins 1 an presque pour pouvoir se mettre debout. 11 mois souvent, 10 mois, 11 mois, 1 an pour pouvoir marcher. Donc l'être humain a besoin vraiment d'être qu'on s'occupe de lui dès sa naissance pour qu'il puisse survivre. Et donc aussi, pas seulement du point de vue de son bien-être physique ou matériel, on le nourrit, on le lave, on le fait dormir, on l'habille, on fait tout pour lui matériellement, mais aussi psychologiquement, l'enfant a besoin d'être protégé et d'avoir le milieu de la famille. Donc, j'ai essayé de trouver quelques photos de famille équilibrées. Internet, c'est vraiment formidable. En fait, il dit aussi que quand il y a une perte
perturbation dans l'équilibre affectif des parents, c'est-à-dire du couple. Donc ça affecte directement l'esprit ou le cœur ou le psyché de l'enfant. D'abord, c'est sa relation, il faut que la maman soit stable. Si la maman est stable, l'enfant aussi est stable. Si l'humeur de la maman change ou varie trop souvent, ça affecte l'enfant directement. Par exemple, si la maman est en train d'allaiter le bébé, et puis elle reçoit un coup de téléphone, elle enlève l'enfant pour répondre au téléphone ou pour faire autre chose, cela déstabilise l'enfant. On lui enlève sa nourriture. Ou si la maman est fâchée, tout cela, ça joue sur l'enfant. Et aussi, la stabilité du couple des parents est très importante. Si l'enfant voit que les parents se disputent souvent, cela le perturbe aussi. C'est parce que les parents sont sa référence. Et avec le reste de la famille, les frères et sœurs, ça viendra par la suite. Donc, quand l'enfant naît, on lui donne d'abord le lait, le sein, si possible, et petit à petit que l'enfant grandit, on varie sa nourriture. Au début, il mange des bananes, des compotes et des trucs comme ça. Et puis, après un certain temps, on lui donne les choses un peu plus solides. Aussi, du point de vue psychologique, l'enfant a besoin de variété. Il a besoin de relations, il a besoin de communiquer avec les membres de sa famille, avec son entourage, de plus en plus varié, même avant de pouvoir aller au-delà du foyer, à l'école ou au voisinage, etc. Donc, c'est-à-dire la stabilité affective dans la famille, c'est ce qui donne la stabilité psychologique pour la petite personne. En plus, c'est pas seulement l'amour ou la tendresse que l'enfant a besoin et cette attention, mais aussi il a besoin de protection contre la réalité du dehors. Je me rappelle quand j'avais mon enfant, et puis mon enfant était né en Afrique, alors mon entourage africain disait, alors il ne faut pas sortir l'enfant avant d'une certaine période. Oui, il ne faut pas promener l'enfant, il ne faut pas que l'enfant soit en contact avec des étrangers, etc., pour le protéger. Donc aussi, du point de vue émotionnel ou du point de vue psychologique, l'enfant a besoin d'être protégé et on le garde d'abord au sein de la famille pour le protéger. Si l'enfant est trop vite exposé à la rue ou à la société, c'est très difficile pour lui de digérer psychologiquement ce qu'il expérimente là-bas. Donc, l'enfant peut aussi mieux suivre à l'école ou mieux se retrouver sa place à l'école si il a la protection et le havre de paix dans sa famille. Donc, à la maison, dans la famille, l'enfant se sent sécurisé. Et on ne va jamais lui renvoyer de la famille. On ne va jamais lui délaisser. Il a droit à sa place dans la famille. Et c'est ça qui donne la stabilité. Si cette assurance est perturbée ou fragilisée, alors l'enfant, sa psychologie est fragilisée aussi. Et quand aussi l'enfant, quand il grandit, il trouve aussi que il y a une relation spéciale entre son père et sa mère, et il doit aussi se situer par rapport à cette relation entre son père et sa mère.
Donc, c'est au fur et à mesure que l'enfant grandit, au fur et à mesure, il a besoin d'une protection spéciale. Il a besoin de certitude. Dans la famille, on ne va jamais le renier. On ne va jamais lui mettre dehors. Il a sa place, il a son droit d'être là. Et puis aussi, quand il va à l'école, il peut soigner ses plaies, pas seulement les plaies physiques, mais aussi les plaies psychologiques. Maman, aujourd'hui, quelqu'un m'a insulté. Aujourd'hui, quelqu'un voulait me taper. C'est dans la famille que tout cela peut être égalisé, peut être soigné. Aussi, il a besoin, dans la famille, trouver sa position par rapport au genre. Il a besoin de savoir, est-ce que je suis plus comme mon papa ou plus que comme ma maman? Il a besoin de se positionner et de trouver si dans l'avenir, dans sa vie, il sera plutôt comme son père ou comme sa mère. Donc si dans les parents même, dans le couple de parents, ce n'est pas clair, les positions de masculin et féminin ne sont pas claires, l'enfant a des problèmes à se situer pour trouver son propre identité en tant qu'homme ou femme. Donc pour dire que l'enfant a besoin d'un modèle, il a besoin de se retrouver dans son papa. Un garçon, plus tard, je serai comme mon papa, j'aurai la barbe comme mon papa, j'aurai les moustaches comme mon papa, j'aurai des grands pieds comme mon papa, et ma petite sœur sera comme ma maman. C'est un processus très important qu'on néglige complètement aujourd'hui. Parce que, c'est-à-dire, comme nous avons déjà discuté souvent, on ne peut pas choisir ce qu'on est. On est né avec un certain héritage, on est né avec certaines chaînes. On est né soit pour être homme, soit pour être femme. Mais si on n'arrive pas dans la petite enfance à se positionner, plus tard, cela peut devenir même, maladif, et les personnes vont souffrir tout au long de leur vie. Donc, comme je dis tout à l'heure, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il y a la diversité des personnages avec qui il a une relation qui augmente. Donc, la famille devient comme un microcosme, en quelque sorte. La famille représente tout ce qu'il peut y avoir dans l'univers. Il y a les mâles, il y a les femelles, il y a les choses. Donc, ça c'est très important que tout soit en ordre pour qu'une fois qu'il quitte la maison, il devient indépendant, il peut se situer par rapport à tout cela. Donc aussi ce que les psychologues ont dit depuis longtemps, c'est que la personnalité d'un enfant est décidée dans ses premières années de la vie. Parce que c'est comme un sceau indélébile, le premier rapport qu'il a avec son entourage après sa naissance devient comme un sceau indélébile pour toute une vie. Donc sa santé, son équilibre dépendent beaucoup de cela. Donc il faut une certaine stabilité, il faut des références qui ne changent pas. Parce que l'enfant lui-même est en perpétuel changement et en perpétuelle croissance. Et parce que lui-même, il change tout le temps, il évolue, il a besoin de repères qui sont stables et qui ne fixent pas, qui ne changent pas. Donc aussi, il a besoin de certitude, il a besoin du calme. Il a besoin que, quand lui-même il est perturbé, quand lui-même il est plein de questionnements, quand il vient du dehors avec beaucoup des instabilités, il a besoin de revenir à la maison, il a besoin de parler avec ses parents pour être assuré que son monde est encore intact. Donc si l'enfant ne peut pas avoir cela, il a déjà la malchance et
il est marqué pour le reste de sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour l'éducation de l'enfant? Et puis ce docteur Berge, il dit qu'il y a des conditions qui sont préalables très importantes avant que l'enfant n'est conçu. L'éducation commence bien avant la naissance des enfants. Pas seulement quand l'enfant est conçu dans le sein de la maman. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui reconnaissent cette importance et qui y travaillent. Mais même avant, dans la personne même du père et de la mère future, l'éducation du futur enfant s'en sort en quelque sorte, est déjà déterminée, ou il y a déjà des bases là-dessus. Donc, ça commence de l'individu, du papa et du maman, et ça commence pendant leur période où ils se côtoient. J'ai laissé le terme prénuptial, même si aujourd'hui ce terme semble complètement démodé, mais de ce point de vue, c'est important parce que le donner et recevoir, les échanges entre le futur parent, déjà montre beaucoup, influence beaucoup comment ils vont éduquer leur enfant. Et bien sûr, leur relation conjugale, et puis la relation prénatale proprement dite. Donc tout cela, c'est important. Donc d'abord, il faut que, quand on veut devenir parent, il faut qu'on se demande, est-ce que je suis une bonne personne? Je suis une personne où c'est-à-dire si, même ça commence, le docteur Berge dit, ça commence quand on se regarde soi-même d'abord. Regarder ses propres problèmes en face et travailler sur soi pour surmonter ses propres problèmes personnels et de se préparer à la fonction future d'un homme et d'une femme adulte, d'un futur mari ou épouse et d'un futur parent. Donc la formation de la personnalité. Donc il dit c'est très important que quand c'est né, même si c'est difficile, mais il faut qu'on travaille sur soi pour le futur enfant. Donc après, c'est le moment où ils se rencontrent, où leurs relations grandissent. Donc il faut voir, nous avons tous des problèmes, personne n'est parfait, mais si quelqu'un dans sa jeunesse n'a jamais réussi à avoir des amis, automatiquement, quand il aura une famille et des enfants, il ne voudra pas que sa femme côtoie beaucoup de ses amis. Il ne voudra pas que ses enfants, il va faire en sorte que garder sa petite famille enfermée dans le foyer. Vous voyez? Et ça va influencer aussi le petit enfant, ses enfants, à ne pas aussi aller vers les autres. Aussi, beaucoup de fois, nous ne comprenons pas, en tant qu'individu ou jeune personne, notre propre sexualité et nous ne l'assumons pas. Donc cela aussi a beaucoup de répercussions sur la façon que nous éduquons nos enfants. Et puis aussi si, par exemple, on souffre d'un sentiment d'infériorité, on transmet ça aussi à nos enfants. Et puis si, par exemple, un papa regarde son fils grandir et de plus en plus, il a le sentiment que son fils est comme un rival plutôt que son fils. Ça aussi, ça peut enfreindre la croissance de la personne. Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais
il faut s'efforcer à résoudre ce propre problème. Parce que une fois que les sentiments amoureux, romantiques, se transforment en habitude, en vie quotidienne, la véritable nature de la personne sort. Et si nos problèmes, on ne peut pas les cacher devant notre conjoint, et non plus devant nos enfants, parce qu'ils font un avec nous. Et même si nous-mêmes, on ne le ressent pas, les autres le ressentent. Aussi, si nous-mêmes ne sommes pas très très clairs avant de nous marier, avant d'avoir des enfants, sur nos inclinations sexuelles, ou si nous ne sommes pas assurés d'être un homme ou une femme correctement, si nous ne pouvons pas assumer notre sexualité, notre genre, cela influence aussi nos enfants. Donc, on n'a pas même besoin de parler aux enfants. Les enfants sont observateurs. Ils regardent, ils voient et ils copient ou ils rejettent. Donc, aujourd'hui, quand on parle de cette phase prénuptiale, quand il dit mûrir le choix du conjoint, ça semble tellement vieillot et bizarre pour la jeunesse d'aujourd'hui, j'imagine. Mais en réalité, il y a beaucoup de vérité là-dedans. Parce que si, pendant qu'on fréquente quelqu'un, on a un petit ami, une petite amie, et puis on voit que la personne est égoïste, en tant que personne, et où la personne a des faiblesses quelconques, quand il y aura des problèmes dans le foyer plus tard, quand il y aura des problèmes d'éducation, cette nature va ressortir, elle sera amplifiée davantage. Donc, il faut bien qu'on regarde au-delà des sentiments romantiques et amoureux pour voir. Mais même si on a soi-même, on n'est pas parfait, et même son conjoint, on n'est pas parfait. Mais si on travaille ensemble pour résoudre nos problèmes, on peut faire du bien pour nos enfants. Donc aussi, ici, il dit, il ne faut pas confondre les différentes formes de l'amour. Souvent, nous, les femmes, on a un cœur maternel trop grand. Et nos maris aiment bien jouer l'enfant. Ils aiment bien avoir une continuation de leur propre maman, n'est-ce pas? Et puis alors là, c'est un problème parce que on ne devient pas une maman adoptive de nos maris, mais on devient l'épouse. Et on commence parce que les hommes, c'est-à-dire la culture, la société demande beaucoup de l'image qu'on donne aux hommes. C'est qu'ils doivent être forts, ils doivent être protecteurs, ils doivent nourrir la famille, ils doivent gagner l'argent, ils doivent être ceci, ils doivent être cela. Peut-être nous, les femmes, on ne se rend pas compte, mais j'imagine pour le monsieur, c'est un poids et une responsabilité très très importante et parfois qui peut peser très très lourde. Je ne sais pas si je me trompe pour me dire. Mais donc si la femme parfois, si son caractère est plus fort et si elle prend le règne, donc c'est très facile quand on est dans cette relation de maman et enfant. Mais ça joue aussi sur l'éducation des enfants. C'est pour cela que je le dis. Ce n'est pas bon pour la relation du couple et ce n'est pas bon non plus pour les enfants. Parce que nos enfants ils observent, ils voient et puis ils vont trouver cet équilibre, mais même s'ils trouvent que ce n'est pas bon, parce qu'ils sont déjà imprégnés de cela, forcément, ils seront en enclin de reproduire le même schéma. C'est pour cela on doit, une fois qu'on est en couple, on doit assumer aussi ses propres faiblesses, ses propres problèmes et celui du conjoint et travailler ensemble, si possible. Et puis aussi, c'est-à-dire, il faut aussi que on comprend que
l'amour, c'est vraiment le don de soi. Surtout quand le petit bébé est né, même déjà dans la relation du couple. Le couple peut seulement fonctionner quand il y a vraiment que chacun donne sa part. Si un côté, une personne donne seulement et l'autre ne fait que recevoir, à un certain moment, le déséquilibre devient trop grand et ça brise. Donc, il faut que tous les deux soient conscients de cela. Et pour leur enfant, c'est aussi très, très important qu'ils comprennent cela. Parce qu'aussi, quand les enfants naissent, ils ont besoin de l'attention 24 heures sur 24. Vous, le maman, vous, le papa, vous comprenez déjà. Parce que l'enfant pleure la nuit, il a faim la nuit quand il est tout petit. Mais c'est-à-dire le souci pour les enfants, s'occuper des enfants, c'est toute une vie. Au moins jusqu'à ce qu'il devienne adulte eux-mêmes. Mais c'est ainsi, on ne peut pas aller au-delà de ses propres besoins. Et c'est-à-dire, c'est très difficile d'être un bon parent. Et on fait tort à nos enfants. Donc l'amour, c'est vivre pour l'autre et grandir ensemble. Il faut aussi, aujourd'hui c'est très facile de se marier ou de se divorcer, même on ne se marie même pas. Et puis on vit ensemble et après un certain temps on dit que ça ne marche pas. Donc on cherche un autre conjoint plus parfait, meilleur que le premier. Mais en réalité, les gens ne comprennent pas que la relation se construit et c'est un processus, c'est un travail ensemble. Si les enfants voient que les parents font des efforts, même si parfois il y a des disputes, même parfois il y a des désaccords, c'est pas si grave. Mais s'ils voient cette attitude, s'ils ressentent l'attitude des parents qui veulent faire le mieux, même s'ils ne réussissent pas tout le temps, c'est cela qui va donner la stabilité aux enfants. Donc, il faudra que la vie conjugale soit ensemble, qu'on se partage les choses, qu'on fasse les choses ensemble. Et puis que les enfants, dans cette image où il y a les enfants avec les parents, vous voyez que ça, c'est vraiment quelque chose qui touche le cœur, où les enfants s'abandonnent complètement dans les bras de leurs parents. Ça, c'est la joie de vivre. On ressent la joie de vivre. Et on ressent, de par les parents, c'est certainement pas facile tous les jours, mais les enfants ont besoin de cette tendresse, cette stabilité, et ils doivent savoir que les parents sont ensemble, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils restent ensemble jusqu'au leur âge, jusqu'à leur vieillesse. Donc, voilà, j'ai déjà dit ça, il faut une construction progressive. Et puis, j'ai déjà tout cela. Bon, bien sûr, les maladies du corps s'installent aussi quand il y a maladie de l'âme, quand il y a maladie de l'esprit. Donc, sur le plan moral, s'il y a instabilité, c'est difficile pour les enfants de devenir stables. Donc, comme j'ai dit, il faut penser à cette progression de notre relation. Et c'est très facile dans la vie quotidienne de prendre l'habitude de ne plus se donner la peine pour le conjoint aussi. De ne plus faire des efforts. Il est comme acquis. Ou elle est comme acquis. Et puis, il donne un exemple dans son livre d'un monsieur qui dit « Ah oui, je donne ma confiance absolue à ma femme. Je lui raconte toutes mes bêtises, toutes mes difficultés au boulot, tous mes petits emmerdements. Elle connaît tout sur moi. » Mais il ne se rend pas compte que la femme n'a pas envie d'entendre tous ces petits problèmes. La femme a besoin d'autre chose dans sa relation. Et puis vice-versa aussi. Donc, il faudra qu'on fasse un effort constant pour nourrir cette relation et pour même, pas seulement pour soi en tant que couple, mari ou femme, mais pour les enfants. Donc,
aussi, donc finalement, quand l'enfant est conçu et quand l'enfant vient au monde, donc même quand l'enfant est conçu, c'est-à-dire beaucoup de personnes, beaucoup de médecins, beaucoup d'associations disent que la condition psychologique des parents au moment de la conception ont une influence sur la santé physique, même psychique de l'enfant. Beaucoup de gens disent que beaucoup de gens, quand ils boivent un peu, ils font n'importe quoi. Et puis si un enfant est conçu quand les parents ne sont pas vraiment conscients de ce qu'ils font, ça joue déjà sur l'enfant depuis la conception. Ou bien aussi, il ne faudra pas décider en l'avenir de l'enfant en fonction de ses propres désirs. C'est-à-dire, je suis médecin, donc mon fils devra aussi être médecin. Et puis, nous voulons avoir un garçon. Et si la fille arrive, elle sent qu'elle ne plaît pas aux parents. Hein. Ou bien si, je ne suis pas désirée. Hein. Donc, l'enfant développe un sentiment de culpabilité, et puis ça entrave sa croissance harmonieuse. Donc, nous devons décider, ou nous devons tenir compte ou accepter l'enfant tel qu'il est. Par exemple, si vous voulez que vos enfants fassent des grandes études, mais eux ne sont pas enclins à le faire, pourquoi le forcer? Ils vont peut-être faire un effort pour nous faire plaisir, mais peut-être ce n'est pas ce qu'ils aiment vraiment. Donc les parents doivent prendre l'enfant tel qu'il est. Dans son livre, il dit que même si vous êtes une poule et vous donnez naissance à un petit canard, il vaut mieux, il ne faut pas essayer de lui rendre une mauvaise poule, il vaut mieux essayer tout pour le faire un bon canard. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, il faut accepter l'enfant tel qu'il est. Il est une personne toute entière. Et ne pas... Bon, bien sûr, c'est très sensible, il faut trouver le bon équilibre. On peut orienter l'enfant, mais on ne doit pas lui imposer nous-mêmes. Et oui, on a vu ça souvent, que les parents essayent de revivre leur propre vie à travers leur enfant. Et ça emprisonne l'enfant dans son développement aussi. Donc, la relation entre parents et enfants, selon lui, cette relation traverse 3 périodes principales. La première période, c'est où l'enfant est très proche à la maman, et par la suite, il découvre l'existence du couple, que la maman a aussi une relation spéciale avec son papa. Et puis par la suite, l'enfant se détache de ses parents et de sa famille pour trouver son propre indépendance et pour qu'il commence à décider sur sa propre vie. Donc, la période maternelle, dans un certain sens, dans cette période, l'enfant ne fait que accompagner la maman dans sa vie. Il participe à la vie de sa maman. Vous avez déjà vu en Afrique ou en Orient les mamans pour faire leurs besoins, leur ménage ou aller aux gens, ils portent les enfants sur le dos. L'enfant vit à côté de sa maman. Et ça, il y a la chaleur physique d'abord, mais aussi il y a une genre de symbiose entre le bébé et la maman qui est très important pour l'enfant à un certain moment. Donc, c'est la mère qui console pour l'enfant. Donc, si en ce moment, la maman est trop absente, ou si, par malchance, il perd sa maman, c'est très difficile de la substituer. Parce que ce lien biologique, ce lien de filiation,
c'est vraiment très important pour la stabilité du bébé. Si la maman a un problème psychologique, si elle n'est pas stable, si ses humeurs vont de haut en bas, à la dépression totale, elle est trop exaltée, tout cela aussi pour l'enfant, ça le choque. Donc il faut aussi que la maman essaye de garder un certain calme. Souvent on dit que pour allaiter, il faut que la maman se retire, qu'elle écoute la musique, etc. C'est dans ce sens. Si par exemple les avant-coureurs d'une instabilité dans l'âge de bébé, c'est souvent que quand les enfants font ça, ce que je suis en train de faire, ils se balancent d'un côté à un autre, ou bien qu'ils sont l'air absent, qu'ils ont un regard fixe dans l'air, quelque part dans le vide, ou bien même pire, s'ils jouent avec leur propre matière fécale. Ça, ce sont des signes avant-coureurs qu'il y a un déséquilibre. Donc, c'est ce moment. Mais imaginons donc qu'aujourd'hui, dans notre société, on dit au maman, le plus vite que possible, il faut reprendre le boulot. C'est-à-dire, et le plus vite possible, il faut mettre l'enfant à la crèche. Donc, on prive enfin l'enfant de cette chaleur maternelle dont il a tellement besoin pour grandir. Et aussi, je me rappelle, il y avait une certaine période, quand j'étais encore jeune, on disait que pour la beauté de la femme, c'est pas bien qu'elle allaite. Vous vous rappelez? Il y avait ces folies, ces modes, mais en réalité, pour l'enfant, c'est aussi très égoïste. Donc l'amour des parents, c'est le don total, même si l'enfant mord le sein et ça fait très très mal, mais la maman accepte toujours pour le bien-être de son enfant. Et l'enfant a besoin de ça. Bon, après un certain temps, alors, le bébé découvre que la maman a un autre centre dans sa vie, pas seulement lui-même. Et c'est une phase normale où l'enfant doit grandir et savoir. Il trouve, c'est-à-dire l'existence du couple, il découvre l'existence du couple parental, ce lien qui existe entre son papa et sa maman. Il ne comprend pas. Il doit apprendre petit à petit. Mais en ce moment, l'enfant aussi doit comprendre, il apprend qu'il n'est pas le centre du monde, et il comprend que même s'il veut être le centre, il veut que ses parents, son papa et sa maman, n'ont que lui comme centre de leur attention. Mais l'enfant peut sentir de la jalousie. Il veut dormir au milieu, entre le papa et la maman. Il veut qu'on laisse la porte de la chambre ouverte, qu'il voit tout ce qui se passe. Il pleure pour qu'on la baba le prend, et il ne veut pas dormir tout seul. Il y a tout genre de phénomènes que vous connaissez probablement. C'est cette phase aussi du développement où l'enfant commence à voir qu'il y a le couple de parents. Ce n'est pas un problème proprement dit, mais c'est une phase de croissance. Mais s'il y a un excès de tendresse, donc là, les parents doivent aussi faire très attention parce que l'enfant peut mal comprendre cela. Donc il faut que l'enfant aussi se polarise par rapport à son genre. Est-ce que je suis plutôt comme mon papa ou est-ce que je suis plutôt comme ma maman? Et puis là aussi, l'enfant décide qui il aime plus. S'il aime plus la maman ou il aime plus le papa. Et c'est tout à fait normal, selon ce docteur Berger. Mais, par exemple, si les parents ne comprennent pas cette situation, et si par malchance, par exemple, la maman, ou s'il y a un problème dans le couple et la maman se fixe sur son fils,
ou dans une famille monoparentale, le problème arrive parce qu'il n'y a pas le cosmos ou l'univers qui est représenté. Il n'y a pas le côté masculin et féminin qui sont assez forts, fortement représentés dans la famille, donc ils penchent vers l'un côté ou l'autre. Donc les déséquilibres psychologiques peuvent arriver. Donc c'est-à-dire si les parents, le couple maintient son équilibre, même si l'enfant traverse un problème, une phase d'instabilité, l'enfant va s'ajuster par rapport aux parents plus tard. Donc, à la fin, l'enfant il ne voudrait pas que les parents s'embrassent, mais il voudrait que les deux l'embrassent en même temps. Donc, c'était ça. Hein. Donc, il faut seulement que le parent veille à ce qu'il n'y a pas une fixation soi-disant amoureuse, intensive, soit sur le père, soit sur la mère. Il faudrait que le couple de parents soit stable pour que les enfants trouvent aussi la stabilité. Et puis, on dit toujours que les garçons aiment plus la maman que leur papa, je ne sais pas si c'est vrai, et que les filles aiment plus leur papa que leur maman. Et je crois que c'est tout à fait naturel. Qu'on sent qu'il faut aussi soi-même créer cet équilibre entre les deux pôles, le masculin et féminin, dans sa vie. Et puis, quand l'enfant grandit, alors, plus tard, l'enfant découvre qu'il y a autre chose. Hein. Et l'enfant découvre petit à petit, ça vous connaissez aussi, quand l'enfant devient adolescent et quand l'enfant veut gagner son indépendance. Donc, il commence à regarder au-delà de sa famille, à l'école, etc. Il voit d'autres parents. Il commence à comparer ses parents à lui avec les parents des autres. Je me rappelle, quand j'étais enfant, cela m'est arrivé même. J'étais enfant et peut-être après 1 an dans l'école, peut-être, j'avais 6 ou 7 ans, et je voyais les autres papas être très différents dans leur comportement avec leurs enfants que mon papa était avec moi. Je suis l'aîné des enfants dans la famille, donc je n'avais pas l'exemple d'un frère ou d'une sœur aînée. Donc, un jour, je dis à mon papa, « Mais papa, pourquoi tu n'es pas comme les autres papas ?» En réalité, j'ai causé une émotion tellement forte dans mon père qu'il m'a giflé. Et c'était la seule fois dans sa vie qu'il m'a frappé. Et puis aujourd'hui, en tant qu'adulte, en tant que parent moi-même, je peux comprendre cette émotion. J'ai mis en question sa paternité ou comment être un bon parent. Lui, peut-être, il sent déjà qu'il n'est pas assez bon en tant que papa. Et puis moi, en tant que sa fille aînée ou sa seule fille, je lui lance un tel défi. Et puis, j'ai compris que quand les enfants grandissent, ils commencent à comparer. Et ils commencent à découvrir que, en fait, mes parents ont aussi de petits problèmes. Ils ont des défauts. Et puis, ils commencent à critiquer. Et surtout, mais ça, cette phase est importante, qu'ils aient déjà surmonté ce problème oedipien dont je parlais tout à l'heure, qu'ils doivent se polariser par rapport à leur sexe d'abord. Ils doivent savoir quelle est leur relation avec leur père et leur mère, et si ils vont devenir comme leur père, un homme dans l'avenir, ou comme leur mère, une femme. Donc si ils commencent à trouver les défauts dans leurs parents et à les critiquer, il est important que les parents réagissent
d'une manière stable et tranquille et honnête et claire. Si mon papa, je sais que, je crois que je l'avais pris par surprise. Hein? Il ne s'attendait pas à une telle remarque de ma part et ça l'a... Oui, je crois qu'après il a regretté parce qu'il n'a plus jamais mis main sur moi. Ça, c'était la seule fois. Donc, je pense que c'est très important comment on réagit en tant que parent. Et puis aussi, c'est-à-dire, il est très difficile de concilier le fait que les enfants nous voient un peu plus réalistes et puis de toujours les aimer et qu'ils nous aiment aussi. C'est toujours difficile de concilier les deux. Ils nous aiment. Et du fait que nous avons des faiblesses, ça leur fait plus mal encore que si c'était les faiblesses d'un quelconque monsieur ou d'une quelconque dame. Mais parce que c'est leurs parents, et leurs parents ont des faiblesses, ça leur fait autant plus mal. Et pour nous, le parent, notre réaction est importante en ce moment. Il faut toujours continuer à aimer malgré tout, pour que les enfants puissent devenir des véritables adolescents. Encore. Donc, pour résumer, la relation entre parents et enfants, en fait, c'est une triple position. Les parents sont bien sûr les parents, les géniteurs, les parents biologiques, et donnent l'amour parental qui est l'amour sacrificiel, tout ce qui a été, que je dis avant. Mais en même temps, les parents sont des enseignants. Ils leur montrent comment ça marche la vie. Ils montrent comment marche leur propre corps physique. Dans la petite enfance, comment on se débarrasse des couches et comment on va aux toilettes, comment se laver, comment manger, comment faire ceci, comment faire cela, comment s'habiller, tout cela. Et puis par la suite, l'entourage, comment faire ordre dans sa chambre, comment faire ordre avec les jouets, comment faire ceci, comment faire cela. Et puis plus tard, les enfants posent des questions. Qu'est-ce que c'est ça dans le ciel? Ce sont des étoiles, il y en a combien? Etc. etc. Les réponses. Et maman, comment ça marche cet appareil? Et puis les enfants redécouvrent le monde à travers nos enfants. Donc nous sommes des enseignants en même temps, on donne l'information. En même temps, nous, les parents, ont besoin d'exercer une certaine autorité sur les enfants pour leur propre bien. C'est que nous sommes les gouverneurs de notre foyer, de notre famille. Si on laisse la liberté totale à nos enfants, ça sert à une anarchie totale. C'est-à-dire on a besoin de montrer les règles. Les enfants peuvent accepter notre autorité si nos règles sont constantes. C'est-à-dire si nous-mêmes aussi, on n'enfreigne pas nos propres règles. Et si les règles sont les mêmes pour tout le monde, les enfants sont très sensibles à cela et ils acceptent une certaine autorité des parents parce qu'ils savent, sans les parents, ils ne peuvent même pas vivre. Ils n'ont pas leur argent, ils n'auront pas où habiter, ils n'auront pas comment manger, comment se vêtir, etc. Donc, ils acceptent cette autorité des parents. Et les enfants aussi, par rapport aux parents, ils sont cette triple position. Ils sont d'abord la progéniture, ils sont très liés à leurs parents biologiquement. Et ils aiment aussi leurs parents, ils répondent à l'amour petit à petit. Et puis, ils apprennent tout de leurs parents. Et aussi, ils acceptent cette autorité, ils sont subordonnés ou sujets de ce royaume familial. Les États, cet État d'une famille telle. Les parents procurent aux enfants beaucoup de tendresse, l'amour, même l'amour sacrificiel, la protection, l'équilibre, l'identité, la liberté, les références, la stabilité, la sagesse, la patience et la paix, etc. Et la liste continue. Et l'amour ne fait que grandir quand les enfants commencent à répondre, quand ils commencent à sourire, quand ils commencent à dire papa, maman,
quand il commence à dire « Oh maman, je sais déjà lasser mes chaussures », etc., etc. Et puis, il donne fierté aux parents aussi. Et quand les enfants réussissent à l'école ou dans la profession, les parents sont aussi très contents. Ah oui, on n'a pas fait si mal que ça pour éduquer nos enfants. Et puis, ils sont la continuité de notre ligne, de notre lignée. Donc, ils vont continuer notre vie. Donc, le but de pourquoi examiner la relation parent-enfant, c'est aussi de retrouver ou d'identifier les valeurs qui naissent dans cette relation entre parents-enfants et qui font perdurer et vivre et se développer cette relation. Donc, les parents ont la bienveillance, cet amour inconditionnel jusqu'à l'indépendance des enfants, mais même jusqu'à la vie. On dit souvent qu'une maman de 70 ans ou 75 ans dit à son enfant de 60 ans de faire attention quand il traverse la rue. C'est-à-dire, ce cœur parental, on ne peut pas l'enlever, c'est là. Et toujours le souci quand les enfants sont en voyage, quand ils ne sont pas là, est-ce que tout ça a bien marché, ils ont des difficultés, on pense à eux, on prie pour eux, on fait tout ce qu'on peut pour eux, on se donne, on sacrifie. Donc ces valeurs sont très importantes qu'on arrive à développer en tant que parent. Si on n'arrive pas, c'est qu'on doit travailler sur soi. C'est-à-dire on doit travailler sur sa propre personne. Et puis, les valeurs que les enfants génèrent, c'est la gratitude, le respect, l'obéissance, la confiance, la piété filiale. Pour aller plus loin, c'est-à-dire ces valeurs familiales constituent aussi la base commune de tous les êtres humains. C'est dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, dans tous les ères de l'histoire humaine, on a trouvé ces mêmes valeurs. Donc c'est au-delà de toute nationalité, langue, religion, etc. Donc ces valeurs, c'est-à-dire moi personnellement je sens qu'il faut ressortir ces valeurs. Il faut le rappeler à tout le monde que ce sont nos valeurs en commun. À l'heure où il y a la migration, où il y a la mondialisation, le multiculturalisme dans nos sociétés, on n'est plus homogène dans notre culture, on n'est plus les gens du même village de 200 habitants qui ont tous les mêmes ancêtres. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, à côté de moi, il y a des personnes qui viennent de tout le continent du monde, et donc qu'est-ce qui peut nous faire vivre ensemble? Pas seulement vivre côte à côte, mais qu'est-ce qui peut nous faire vivre ensemble? Quelles valeurs? Est-ce que ce sont les valeurs républicaines? Est-ce que du fait qu'on a un passeport français? Non. Du fait qu'on a un passeport français, ça ne suffit pas pour se sentir chez soi. Ça ne suffit pas pour se sentir comme une famille humaine. Non. Ce sont ces valeurs, je pense. Bon, bien sûr, ces valeurs de la famille sont aussi promues par les religions. Donc, les religions aussi devraient se rapprocher l'une de l'autre pour voir quelles sont leurs bases communes, quels sont leurs dénominateurs communs, où est-ce qu'on peut se rencontrer, comment on peut parler ensemble, comment on peut résoudre le problème dans la cité. Donc, c'est ces valeurs de la famille qui sont encore plus fondamentales que nos religions. Parce qu'avant qu'il y avait des religions, il y avait des familles. Donc, ces relations familiales, c'est quelque chose qui est, c'est-à-dire, c'est inhérent. Ça ne vient pas de nous. Donc, quelqu'un d'autre m'a parlé l'autre jour. Ah oui, j'ai visité l'Albanie. En Albanie, il y a le musulman qui vit depuis des siècles là-bas. Il y a des chrétiens qui vivent harmonieusement ensemble. Je dis oui, mais quel est leur dénominateur commun? C'est la culture albanaise. Ça n'a rien à voir avec la religion. Donc, aussi, quand
nous avons vécu en Afrique. En Afrique, vous avez, dans une même famille, vous pouvez trouver des musulmans, vous pouvez trouver des chrétiens, vous pouvez trouver des animistes, vous pouvez trouver tout. Dans une même famille, il n'y a pas de problème. Mais ce qui les unit, ce n'est pas le fait qu'ils soient musulmans ou chrétiens ou n'importe quoi, mais ce qui les unit, c'est plutôt encore la tradition africaine, parce qu'elle est plus enracinée que les religions. Mais encore au-delà de toutes nos traditions, plus anciennes, encore plus fondamentales, je trouve que ce sont les valeurs de la famille. Je ne sais pas si je me trompe, mais je trouve, et c'est cela qui me donne l'espoir. Cela qui me donne l'espoir pour l'avenir, même pour nos futures générations, que peut-être il y a un moyen de trouver comment on peut vivre ensemble, comment on peut construire une cité où les gens n'ont pas besoin d'abandonner leur identité religieuse ou culturelle, mais basée sur les valeurs de la famille, on peut construire quelque chose ensemble. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé de la relation parent-enfant. La fois passée, nous avons parlé de la relation du couple. Et puis, voilà, nous allons parler de la relation frères et sœurs en avril et de la relation ou du rôle des grands-parents au mois de mai. Et puis, j'ai l'ambition, et je ne sais pas si je suis trop ambitieuse, de faire une petite publication sur ce qu'on a travaillé ensemble. Voilà. Je m'arrête là. Merci pour votre patience et maintenant c'est à vous de réagir. Comment vous pensez? Est-ce que c'est trop veillot ce que ou est-ce que comment vous ressentez? Oui, s'il vous plaît.